Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission axée sur le décryptage de grandes questions d'actualité. On va de nouveau parler du cas Mike Moukebaye qui reste détenu à la prison centrale de Makala, 14 mois pratiquement depuis son arrestation. Il a été présenté devant ses juges la semaine dernière et il a dénoncé sa détention illégale. Nous attendons la suite des audiences et est-ce que cet ancien député provincial va-t-il retrouver sa liberté? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi faire le point sur cette cacophonie qui règne entre l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. Alors la question qu'on se pose reste finalement, est-ce que la Cour des comptes a-t-elle qualité d'interpeller Jules Alinguete mais aussi de le contrôler? C'est la thématique autour de laquelle on va tenter d'analyser dans cette émission. On va aussi peut-être commenter la révocation du coordonnateur du programme de démobilisation et des armements, l'abbé Jean Bosco Baal, par le chef de l'État. La décision est tombée depuis hier. Il est reproché à cet ancien coordonnateur du programme de démobilisation d'avoir abusé de la confiance du chef de l'État. Il a été révoqué. Cette révocation suscite aussi énormément des questions où fait couler beaucoup d'encre de salive au niveau de l'opinion. On ne va pas aussi oublier Ensemble pour la République avec cette candidature annoncée de la sénatrice Christine Mwando comme rapporteur adjoint au bureau du Sénat. Est-ce que finalement Ensemble pour la République a décidé de se passer de Salomon Idi Kalondadela? On en parle dans cette émission avec Maître John Padou Bonoli qui nous fait le plaisir de revenir sur ces plateaux. Bonjour Maître. Bonjour, j'ai le plaisir de constater que mon nom a été bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Allez, on va directement parler de votre parti politique Ensemble pour la République et le cas Salomon Idi Kalondadela. Pas les cas Salomon Idi Kalondadela, mais plutôt l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Il y a une candidature qui a été déposée sur la table de votre secrétaire général, c'est celle de la sénatrice Christine Mwando, alors qu'on s'attendait tous à ce que Salomon soit propulsé à ces postes. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Rien ne se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont pris le goût de vouloir cerner même comment quelqu'un se lave. Comment ça? Tout simplement parce que jusqu'à ce stade, il n'y a qu'hier, par le canal des régions, qu'on a appris que le statut, comment on dit, le règlement intérieur du Sénat a été déclaré conforme à la Constitution. Donc, ce qui fait que le Sénat attend à ce qu'il soit signifié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour que les choses évoluent. Mais sinon, pour ce qui est de notre parti, tout se passe bien. Nous avons 3 sénateurs. Nous avons Madame Christine, nous avons l'honorable Salomon Escadela et puis nous avons l'honorable Yave. En fait, les 3 font partie des sénateurs qui sont les nôtres. Mais aussi, un élément important est que il y a un sur 3, en fait, une sur 3, si on peut dire comme ça, Madame Christine, qui fait sa deuxième législature. Okay. C'est une ancienne du Sénat, donc elle est un peu pressante par rapport aux 2 autres, par rapport au Sénat. Mais la question de gérer les ambitions, je crois qu'il sera un péché pour moi d'aborder la question dès lors que ce sont les structures du parti qui doivent aborder la question. Est-ce que madame a déposé la lettre? Moi, je n'en sais rien. Mais si c'est ça le cas, je crois que... Elle a déposé sa candidature. C'est ce qu'elle a annoncé sur son compte Twitter. Non, sa candidature a été déposée sur la table du secrétaire général. Peut-être au niveau du parti, il y a encore des tractations qui doivent se faire. C'est pour tout simplement dire qu'elle a l'ambition d'être là, on ne peut pas lui refuser l'ambition. S'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit, il va aussi peut-être par la même voie nous informer, nous qui ne sommes pas nous qui ne sommes pas habilités à trancher sur la question des devoirs posés. Mais sinon, il faut avouer que madame a les qualités, autant que d'autres ont des qualités, surtout en sa position d'une dame. Je parle d'elle parce qu'elle a dit qu'elle a écrit. Exact. Je n'ai pas l'autre écrit, mais du moins, pour ce qui la concerne, en tout cas, son CV n'empêche pas ce qu'elle joue un rôle important dans le cadre
du bureau de Très de l'Assemblée, parce qu'il y a un élément important. Au-delà de ça, il y a les groupes politiques qui doivent être dirigés par aussi un de l'opposition. Donc, il y a la commission, une des commissions qui doit être dirigée par l'opposition. Bref, les trois sont déjà bien partis pour être bien positionnés dans telle ou telle circonstance. Pour le reste, je n'en trouve pas assez d'ennuis et assez de problèmes dans ça. Je crois que pour question de capacité managériale ou de capacité de servir les autres, madame n'est pas si moindre que ça. Elle peut postuler. Est-ce que l'honorable Salomon a aussi l'ambition d'y être dedans? Je n'en sais rien, mais je ne trouve pas qu'il serait aussi moindre que ça. Et il a les qualités, mais pour ce qui concerne l'honorable Mwando Christine, je crois qu'elle a tous les atouts pour servir très bien. au nom du parti. Alors, certaines langues accusent votre parti politique Ensemble pour la République d'être un parti régional. C'est-à-dire qu'il n'y a que les ressortissants du Grand Katanga qui sont privilégiés dans votre parti politique. Il n'y a que les Katangais qui sont propulsés, qui sont promus à certains postes de responsabilité. Comment vous réagissez face à ces accusations? Il faut dire que cette expression, les Katangais, est biaisée aujourd'hui. On viole même les lois. Il n'y a que le Haut-Katanga. Après, il y a Tanganyika. Il ne faut pas mettre les Tanganyika dans son ancienne configuration. Non, mais c'est ça qui cause problème. Aujourd'hui, les grands Katanga, parlons-en. L'honorable sénateur Salomon Escadela est élu d'où? Du Haut-Katanga. Et il est moins katangais que ceux qui se prévaloient d'être katangais. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, par rapport à la catastrophe électorale qui a été reconnue qu'au nom d'une signature, et qui a été cautionné par Ensemble pour la République. Il n'a pas été cautionné par Ensemble. La catastrophe n'a pas été cautionnée par l'Ensemble pour la République. L'Ensemble pour la République a constaté que les structures constitutionnelles mises en place pour valider ont validé. Et nous sommes dans un État. C'est ça l'essence républicain de vouloir comprendre les choses. Alors, je reviens pour dire que à la catastrophe électorale qui a été faite, si aujourd'hui nous sommes dans une institution, à 99%, c'est l'apport du Grand Katanga. Ce qui fait qu'en toute logique, s'il y a quelque chose, parce que le poids, nous sommes le premier parti de l'opposition, sur base de quoi? C'est sur base de nos élus. Le poids politique, notre poids politique est dû à la catastrophe électorale, disons aux élections qui se passent dans une république. Des élus qui viennent majoritairement d'un même coin. Il faut le dire aussi, il faut les rappeler. Non, raison pour laquelle on vous accuse d'être un parti régionaliste. Non, est-ce que l'accusation vaut la sanction? Le fait que quelqu'un vienne dénoncer ou accuser quelqu'un, c'est que c'est comme ça. Aujourd'hui même, la présomption d'innocence n'existe plus, c'est la présomption de culpabilité. Quelqu'un vient, il pose le problème, il accuse, on dit non, c'est ça la vérité. Je donne la vérité. La vérité est que le Katanga a plus de députés que d'autres. La deuxième force qui vient, c'est la Grande Orientale, qui a 3 députés. Nous avons le Bandundu, qui a un seul député, le Grand Bandundu, disons, qui a un seul député. Nous avons le Bazou, oui, je l'ai déjà cité dans le bloc. Bref, le Katanga a donné un lot important. Même si c'est quelqu'un d'autre que Madame Christine Mwando. Mais les 3 élus sont les élus du Grand Katanga. Oui, mais contrairement ou comparativement à l'UDPS, par exemple, qui a raflé des sièges sur l'ensemble du pays. L'UDPS a réussi à atteindre le seuil dans toutes les provinces, dans toutes les circonscriptions. Ce qui n'est pas le cas avec vous. Ça prouve à suffisance que vous êtes un parti basé sur une seule région. Bon, mais j'ai suivi dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai. Le secrétaire général de l'UDPS a dit que c'est sa signature qui a fait le reste. Sa signature qui a été apposée sur les listes qu'on devrait envoyer à la CENI. En tout cas, le français qui a été comme dit... candidat UDPS. Non, le français... comme député qui devrait non, être le proclamé. français qui a été dit que c'est ma signature qui vous a fait devenir... Si c'est ça l'interprétation, alors je m'en réjouis. Mais du moins, le français qui a été dans, avec le temps et les circonstances, ont fait que c'est à cause de la signature. Il y a aussi l'audio qui dit que, bon, nous n'avons pas eu. Nous étions obligés de tricher. J'ai aussi suivi une audio comme ça. Donc, bref, moi, je ne parle pas d'une organisation politique dont je ne suis pas membre. Je vais analyser quoi?
je constate que c'était une catastrophe et tout le monde reconnaît que c'était une catastrophe. Merci beaucoup. Les gens peut-être diront 7 jours. Merci beaucoup. Allez, on va parler, Mike Mukebem, une dernière question en rapport avec l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Au niveau de votre parti, Ensemble pour la République, quelle est cette structure ou quelle est cette personnalité qui doit gérer les ambitions des différents candidats? Non, c'est simple. La gestion des partis politiques au quotidien est faite par le secrétaire général. C'est à lui qu'on soumet toute demande et le secrétaire général va saisir soit le comité directeur qui fait office du bureau politique en intercession. Parce que lorsque le bureau politique se réunit par session, durant ces petits moments de temps, il y a le comité directeur qui se réunit, qui est toujours coordonné ou présidé par le président national du parti. Et en fait, le président national du parti est l'arbitre suprême. C'est lui, sur base des éléments, des ambitions qui seront données, après analyse des contacts, et il peut, dans la discrétion la plus totale, porter le choix sur l'un d'eux, ceux qui sont là. Mais il faut dire que à cette phase, il y a une phase préliminaire où on soumet les ambitionnés à une rencontre entre eux. Parce qu'il y a des passerelles qui font qu'après échange de 2 individus, de 3 individus concernés, ils peuvent déceler que bon, pour ces cas, on laisse tel autre. Mais aujourd'hui, il faut dire que Madame Christine, comme elle a écrit là, a présenté sa lettre. Peut-être on attend sur les 2 autres s'il va aussi présenter la lettre. Mais du moins, comme déjà en phase, je peux parler d'elle en disant que c'est une qualité. C'est un nom, c'est une expérience. C'est quelqu'un qui sait le couloir déjà sénatorial, qui fait qu'elle peut toujours agir favorablement. Merci. Et si Salomon Escadé a décidé finalement de se présenter aussi comme candidat, on connaît tous l'influence de ces messieurs sur le président national Moïse Katumbi, on connaît tous de quoi il est capable, pas en termes de capacité de nuisance. S'il décide finalement de se présenter comme candidat, comment vous allez départager ces différentes personnalités? Je crois qu'il ne faut pas réduire Salomon à l'influence ou pas à l'influence. Il ne faut pas non plus réduire le président au fait que quand c'est l'honorable Salomon, donc il est complice. Non. L'honorable Salomon a des qualités. Au dehors de ce que vous pouvez prévaloir sur base d'influence ou pas. Vous pensez que l'honorable Christine n'a pas aussi d'influence auprès du président? Comparativement à Salomon, non. C'est le jour et la nuit. Non, bon, c'est pas le jour et la nuit. Qui vous dit c'est le jour et la nuit? C'est pas le jour et la nuit. Seulement qu'il y a des qualités dans le chef de l'honorable Salomon. Mais jusqu'à ce jour, c'est vous qui m'en parlez. Je n'ai pas une information. Lui-même n'a pas informé qu'il a déposé sa candidature. Bon, il a l'ambition parce que la candidature sera déposée lorsque la commission ad hoc sera mise en place. Très bien. Mais du moins, lui-même n'a pas parlé, à moins que vous nous disiez, parce que vous êtes dans la presse, qu'il vous a informé qui sera là. Mais jusqu'à ce stade, je n'ai pas l'écho. En tout cas, je n'ai pas l'information qui sera là. Merci beaucoup. On va parler dossier Mike Mukebem, mais un message d'un téléspectateur qui vient de tomber. Il ne l'a pas signé malheureusement. Je ne sais pas aussi accorder du crédit, mais je me donne quand même le luxe de le lire. Il dit: la candidature de Madame Christine Mwando est motivée ou est politiquement motivée par l'honorable Christian Mwando qui ne supporte pas Salomon Idika Londadela. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un problème entre Christian Mwando et Salomon Escadela? Mais lui-même n'a pas motivé quel problème qu'ils ont, non? Il faut pas... Vous savez, l'honorable Christine n'est pas l'honorable Christian. Elle ne peut pas porter la malchance d'avoir porté le nom de Christine qui est proche de Christian. L'honorable Salomon, ils vont se tirer contre l'honorable Mwando. Pour quelle raison? Donc moi, je ne me réduis pas à ce débat-là d'humain. Très bien. Alors, ce qui est vrai est que ils sont tous membres du comité directeur, ils sont tous des délégués généraux au parti, ils sont tous les 2 élus du parti, et je crois que ce n'est pas un amour agapé de femme et mari. Merci beaucoup. C'est un amour de camaraderie, donc de compagnons de lutte. Très bien. Allez.
Mike Moukebaye, 14 mois de détention, jour pour jour. Il a été présenté dernièrement devant ses juges. Il a dénoncé sa détention illégale. Lui-même, dans son explication, il fait savoir qu'il ne comprend pas pourquoi il est détenu jusqu'à ces jours. Une arrestation qui est passée dans des moments assez difficiles. Alors, en gros, vous êtes juriste. Donnez-nous votre lecture des faits. Comment voyez-vous à ces jours les dossiers Mike Moukebaye? La bête noire du pouvoir. On ne comprend rien. Quand vous dites d'arrestation, encore que le terme est bien donné, un enlèvement. Il n'y a eu jamais un document qui l'a fait quitter sa maison de là où il se retrouve aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Lorsque l'honorable Mike s'est présenté devant le juge à la cour d'appel, en procédure de flagrance, il a été soulevé l'exception d'inconstitutionnalité parce que son arrestation n'est pas constitutionnelle, ainsi de suite. Il en a pris 6 mois avant d'être âgé. Je ne sais pas s'il existe un peu d'humanisme dans la tête de certains Congolais. Aujourd'hui, Mike Moukebaye n'est plus député. Donc la cour d'appel n'est pas compétente pour juger son cas. On a une jurisprudence assez récente qui n'est pas encore attaquée. Les cas de l'honorable Salomon. Donc, nous ensemble, nous ne comprenons rien. La malchance, c'est d'être Mike ou d'être Moukebaye. Ou encore de faire bien ce qu'il sait toujours faire. Un parent, en train de croupir, je crois que, comme l'affaire est en prison délibérée, le devoir retenu m'oblige de garder espoir et de considérer que, je crois que c'est le 29 ou le 29. Le 29, nous allons aller pour faire la procédure à ce qu'il soit dehors. Je suis convaincu que le mal ne doit pas perdurer. Si le mal perdure, alors on est devenu dans une société où il est inconfortable de vivre. D'abord, c'est quoi les griefs retenus à sa charge? Énormément de griefs. Énormément. On a tentative des coups d'État, je ne sais plus. Oh. Tentative de coup d'État. Des faux bruits. Propagation des faux bruits. Voilà. Il y a énormément, à peu près 5 ans, j'ai pas ça en tête en tout cas. Offense au chef de l'État. Offense au chef de l'État. Là, c'est l'infraction préférée des magistrats et des juges. Oui, mais parce qu'il existe, les députés doivent nous faire une loi par rapport à ça. C'est une loi archaïque. Le président de la République, c'est une institution. Quand est-ce qu'on offense une institution? Quand on la critique. Alors que Moukebaye, comme opposant, on lui reconnaît le droit d'apporter des critiques sur la gouvernance. Je suis convaincu que l'affaire est un peu en délibéré et que l'honorable Moukebaye sera libre de tous ses mouvements, rejoindra sa petite famille pour qu'ils soient ensemble. Et j'espère qu'ils sortiront en bonne santé. Parce que les images qui viennent de la prison, ça circule, c'est devenu viral. Et j'espère qu'il ne peut pas être contaminé par ce qui arrive là-bas. Et il nous sera tout est possible, hein, avec des conditions de vie très difficiles, avec cette nourriture assez difficile à consommer, bien que le ministre de la Justice continue de marteler que les prisonniers sont très bien entretenus, ils mangent 2 à 3 fois par jour. Parce que vous voyez Mike Moukebaye avoir encore toutes ses facultés en place pour tenir. Non, d'abord, quand on dit qu'on mange 2-3 fois par jour à la prison, alors que nous qui sommes... C'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Attendez, nous qui sommes en liberté, nous qui vaquons, nous mangeons 3 fois. Non, les prisonniers ont peut-être un statut particulier. Ils sont pris en charge par l'État. Il faut éviter de se moquer de l'État. Il faut éviter de se moquer d'une république. On n'est toujours pas là pour mentir. Qui vous a dit que pour être au pouvoir, pour gérer, il faut étaler des mensonges? Nous vivons où? Nous vivons sur cette terre. Vous pensez que nous qui sommes en liberté, nous sommes moins que ceux qui sont en prison? En prison, ils sont mieux que nous. Entre nous. Essayons de faire en sorte qu'on améliore.
On a pris le pouvoir parce que hier, ça n'allait pas. C'est pour corriger. Il faut aller vers la correction. Que d'être dans des discours, dans des spectacles et des sorties médiatiques, alors qu'on n'en a pas besoin. Le ministre vous dit les images qui ont été balancées sur la toile, c'est des vieilles images. Le processus ou la procédure du désengorgement de la prison est encore en cours. Tout est pratiquement mis en œuvre pour bien entretenir les prisonniers. Mais lui-même se contredit lorsqu'il dit que le processus, la procédure de désengorgement, ça veut dire quoi? On est en train de faire quelque chose pour améliorer. C'est un aveu que ça ne va pas. Si peut-être qu'il y a extrapolation ou exagération dans les propos, mais au moins il y a une vérité et le ministre nous avoue, par son dire, qu'il y a une procédure en cours qui est en train d'être entamée. Il aurait pu rester là que d'appeler ça mensonge. Parce que le mensonge est décrit dans son propos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quant à la libération de Mike Moukebaye? Quand vous lisez l'article 150 alinéa 2 de la Constitution, il vous dit ceci. Le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Que dit la loi? La loi dit qu'une arrestation arbitraire est nulle et de nul effet. La loi dit qu'il y a une compétence à une personne. La loi reconnaît le juge naturel de chaque citoyen. Lorsque tous ces éléments sont violés, il n'y a que la liberté. Donc quand vous me dites d'être optimiste, moi je sais que le 29, il sera en liberté. Sinon, ça sera une parodie. Est-ce que la justice aura cette capacité ou ces côtés humains pour pouvoir aussi peut-être dédommager Moukebaye qui a été détenu 14 mois durant pour des faits, on va dire, bénins? Non, c'est Mike qui fera une action reconventionnelle. C'est par demande, c'est pas la juge qui va s'autoproclamer là-dessus. Donc ici, le problème pour nous, le premier souci, c'est d'abord sa libération. Pour ensemble qui prône la justice, c'est d'être évacué de là où il est, illégalement et arbitrairement. Je suis convaincu que le 29, ça sera ça. Est-ce que vous pensez que l'actuel ministre de la Justice est différent de ses prédécesseurs? Je n'ai pas lu l'ordonnance fixant les attributions du ministère. Mais je sais que la justice est indépendante. Et la justice, dans nos lois, est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature et non par le ministre. Le ministre, c'est une autorité politique qui définit la politique du gouvernement dans ce secteur-là. Au-delà du fait que c'est lui le conseiller juridique du gouvernement. Aujourd'hui, nous prenons, tout le monde, et même les juges, certains quand vous les rencontrez, ils ont envie que la justice soit indépendante. Elle ne l'est pas? Elle ne l'est pas encore. Et qu'est-ce qui empêche cette indépendance totale? C'est cette confusion de considérer que c'est le ministre de la Justice qui va régler qui sera juge. C'est déjà ça l'élément. C'est lui qui conduit la politique nationale en matière de justice. J'aurais bien conseillé le ministre de la Justice de réunir les autorités de l'appareil judiciaire, de parler avec eux, les autorités du Conseil supérieur de la magistrature, de dire les directives qui sont données par le gouvernement par rapport à tel secteur. Peut-être qu'eux aussi ont des préoccupations à soulever par rapport à ça. Quand vous trouvez une autorité politique parler d'une arrestation, quand vous trouvez une autorité politique parler de que non, Mike devrait être arrêté, ainsi de suite, et la suite qui devrait se fait exactement comme l'autorité politique a dit, c'est qu'il y a un problème. Prenez les cas qui ont été renvoyés à la justice dans les caractères politiques, c'est ce que l'autorité politique dit qui est exécuté. Dans des cas comme ça, il faut se réunir. Il faut avoir un cadre avec les juges, avec tous ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, pour essayer de cerner les problèmes, trouver la solution. D'une manière très pédagogique, moi j'estime que c'est ça la voie par excellence pour que les choses changent. Donc, le pays est nôtre.
Il est et pour les gens qui sont au pouvoir et pour l'opposition. Et pour les parenthèses de la société civile. Parce que je n'en trouve pas. Soit on est d'un pacha X, soit on est d'un autre pacha Y. C'est comme ça que toujours que moi je parle de deux blocs. Et notre loi ne reconnaît même pas un pouvoir de centre. Ou les centristes, ça n'existe dans aucune loi de la République. Soit on est du pouvoir, soit on est de l'opposition. Alors, moi je crois qu'il faut réunir les couches, poser le diagnostic, essayer de trouver la solution et rendre la justice indépendante sans des coups de fil, sans intervention extérieure. Vous pensez que ces différentes annonces ne renforcent pas son pouvoir? Pardon? Les annonces faites par le ministre de la Justice, on va arrêter X, on va arrêter Y, il faut arrêter ceci, il faut mettre fin à telle pratique. Vous pensez que ça ne rentre pas aussi dans le cadre d'assainir l'appareil judiciaire ou de le rendre beaucoup plus indépendant? Le ministre de la Justice, c'est un avocat, c'est un outil. Il sait que ces sensationnels-là ne paieront pas. Oh, comment ça? C'est-à-dire que, moi je vous donne un cas concret. Un OPJ qui instruit un dossier. On lui dit cette instruction est secrète. Il doit le soumettre au procureur, qui est le procureur général, qui est le maître de l'action publique. Et on vous dit, lorsque le magistrat instruit, il instruit à charge et à décharge. Mais laissez-lui faire son boulot. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec l'instruction, ou vous trouvez qu'il ne fait pas bien, et une procédure qui vous dit, donnez-moi un autre, pas celui-ci. La loi reconnaît au juge de se déporter lorsqu'il constate que celui qui est là, il a des intimités avec lui, ainsi de suite. Il peut se déporter en disant que non, quelqu'un d'autre peut prendre ma place pour ne pas influencer. Vous avez le droit de récuser. Tout ça doit être enseigné à la population, à la discipline. Donc moi j'estime que les sorties médiatiques dans les réseaux sociaux n'apporteront pas de solution parce que là où il y a l'obscurité, même une petite lumière ça donnera. Donc de mon point de vue, de notre lecture, nous pensons qu'il faut se mettre au bureau, travailler, donner des instructions fermes, essayer de suivre l'exécution des instructions données, mais des instructions qui doivent être conformes à la loi. Très bien. Allez, on est au mercredi 24 juillet. C'est les jours prévus pour que les procès contre Corneille Nangaa puissent démarrer. L'annonce a été toujours faite par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Est-ce que dans ses prérogatives, il a aussi ce pouvoir de décréter un procès? Non, il peut demander un procès, ça n'est pas un problème. Ok. Ben, Mais pour quelqu'un qui n'est pas ici au pays, comment ça va se passer? C'est là le problème. On va condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? La procédure du juge est accusatoire. C'est-à-dire que celui qu'on accuse a le droit de se défendre. On a arrêté Nangaa pour le... Pourquoi c'est précipité? Mais comment ça? Qu'est-ce que vous appelez précipitation? Bon, on va le condamner par défaut. Pour des infractions, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ça se fait où? J'attends voir la suite. Je ne maîtrise pas assez pour ces cas, je n'ai pas encore d'éléments. Mais je suis curieux de voir la suite. Est-ce qu'on en a connu déjà dans l'histoire? Je n'ai pas lu. Si on en a connu, en tout cas, ça doit être que ça a été... Même en dehors du pays? Je ne connais pas. Très bien. Je ne connais pas. On va parler de ces problèmes qui opposent l'inspection générale des finances à la Cour des comptes. Le procureur général pour la Cour des comptes qui décide d'interpeller Jules Alinguete parce que, d'après lui, Jules Alinguete a abusé du pouvoir. Il a pour mission de contrôler les entreprises publiques, de contrôler les mandataires, mais il s'est permis cette fois-ci d'offrir même une mission ou un service de consultance à la GECAMIN, des services qui ont été payés. Et c'est là tout le problème. Le procureur général estime que Alinguete doit venir à la Cour des comptes, présenter ses moyens de défense, s'expliquer ou se justifier en rapport avec ce qui lui est reproché. Et de son côté, Alinguete pense qu'il n'est pas redevable à la Cour des comptes. Alors, comment vous interprétez cet imbroglio? Bon, il faut d'abord donner la nuance. Est-ce que c'est la Cour des comptes ou le parquet près la Cour des comptes? C'est le procureur général près la Cour des comptes qui décide d'interpeller Jules Alinguete.
En lisant, en parcourant la loi sur l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes, si je ne me trompe pas, vers l'article 17 ou quoi, on parle justement du travail du parquet, donc du procureur près la Cour des comptes. Tous les travails, parce que le problème aussi, une parenthèse importante, le problème aussi avec la fameuse inspection générale du travail, des finances, ils ont mis du sensationnel dans le travail. Un travail bien fait, mais Alinguet était sur le média à tout moment. Je crois qu'il s'est comporté même en procureur. Alors qu'en principe, c'est un OPJ. Et un OPJ a un serment. Le serment, c'est de garder secret les démarches qui sont faits, sauf les concernés. Et il y a un rapport que l'inspection générale des finances doit renvoyer à la Cour des comptes. La Cour des comptes, après analyse, peut constater qu'il y a des faits pénaux. Lorsqu'il y a des faits pénaux, on envoie chez le procureur près la Cour des comptes qui n'instruit pas, qui envoie les dossiers à la compétence du parquet général près la Cour de cassation pour des faits infractionnels. Lorsqu'il y a des faits dans le cadre de la gestion, il saisit la Cour des comptes pour fixer l'audience afin qu'ils viennent présenter leurs moyens de défense. C'est ça le principe. Maintenant, lorsque la Cour des comptes se réunit et trouve qu'il y a des éléments que le parquet, près la Cour des comptes, doit s'exécuter, il lui donne l'autorisation de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'il va convoquer l'inspecteur général des finances. À ce stade, parce que je n'ai pas le support, nous le ramassons comme nous le ramassons des fois dans les réseaux sociaux, on émet beaucoup de réserves par rapport à l'authenticité du document. Est-ce que le procureur, près la Cour des comptes, a respecté ce principe-là? Si ce principe n'est pas respecté, donc, il y a violation de texte. Alors, lorsqu'il y a violation, quand est-ce que la violation est constatée? De mon point de vue, l'inspection devrait se présenter. Même en violation de la loi. Il se présente pour faire voir que vous n'avez pas qualité. Et ça doit être acté dans un PV. C'est ça le principe. Lorsque je dois répondre devant l'OPJ, je me pose la question. Tu as été avec eux. Moi, je dis, je ne sais pas. Lui va insister, écrire autre chose. Il va dire que j'ai écrit, je ne sais pas. Il arrive, il se présente. Il essaie de faire voir, voici la disposition qui ne vous autorise pas de m'inviter de cette manière-là. Et il va écrire. À ma question, il a dit que voici, ainsi de suite. Il regarde, il signe, et lui signe, et puis c'est tout. Alors, pour certains proches de Jules Alinguet, il revient plutôt au premier président de la Cour des comptes d'interpeller Jules Alinguet et non les procureurs généraux près la Cour des comptes. C'est ça que je La nuance, c'est à quel niveau? C'est ce que je viens de dire. Le président, je ne sais pas si on parle le premier président ou le président. Disons, la tête on saisit, c'est la Cour des comptes qui constate, après une réunion avec ses collaborateurs, que ça, ce sont des faits liés à l'exercice de ceci. Et une copie est toujours envoyée au parquet. Effectivement, je suis de la lecture de l'inspection générale des finances. Alors, est-ce que le parquet n'a pas ses supports? Si le parquet n'a pas ses supports, il devrait en avoir. Alors, il a violé. S'il a les supports et qu'il n'a pas présenté comme annexe au document, il y a aussi erreur de procédure. Mais à ce niveau, procureur général près la Cour des comptes, est-ce que c'est encore possible une telle erreur? Mais quand il y a erreur, si Moukébaï, vous pensez qu'ils sont moins que ça? Quand on vient enlever quelqu'un, sans un support, sans un document, sans une invitation, sans un mandat d'amener ou mandat d'arrêt, c'est l'effet du système. Est-ce des erreurs qui sont commises à dessein ou des erreurs qui relèvent peut-être de l'oubli? Je ne sais pas trop, mais ça se qualifie une mauvaise foi. C'est la mauvaise gestion. Voilà.
Alors, une autre question qui divise l'opinion. Est-ce que l'IGF, au-delà de sa mission de contrôler, peut aussi se permettre d'offrir ses missions de consultance à une entreprise? Non. Donc un contrôleur ne peut pas à la fois devenir un consultant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut éviter le folklore dans la gestion de la chose publique. Je vous ai dit ici une fois qu'il faut un recyclage. Il faut des séminaires. J'ai entendu dire que le gouvernement est allé en séminaire. Depuis dimanche. Donc le message Ça par se fait votre toujours. couloir est passé. Mais ça se fait toujours. Chaque fois qu'il y a sorti du gouvernement, il y a un séminaire qui s'ensuit. Ça traîne pourquoi? Bah, peut-être il fallait mettre en place... Non, en fait, je ne suis pas en train de poser des questions, mais au moins pour cette fois-là, Madame Judith vous a suivi votre truc et puis ça a été fait. Vous ne pensez pas que c'est par votre couloir que le message est passé. C'est passé par votre couloir. Ça a été fait. Mal fait ou quoi, mais au moins ça a été fait. Donc les inspecteurs de l'IGF n'ont pas qualité d'offrir une mission de consultance à une entreprise. Non, non. Ils sont pour le contrôle et donner des avis parce qu'une entreprise a même son service. Mais dans les cas sous examen, c'est la GECAMIN qui est allée vers l'IGF pour solliciter une mission de consultance. Et la GECAMIN et l'inspection, même un body, doivent répondre de leurs actes. On prend le pouvoir d'ici là, en 2028. Vous allez prendre le pouvoir? Oui. Ah bon? Par des voies démocratiques. Ah, vous n'êtes pas déçu par l'échec cuisant de 2023? De la catastrophe. Mais eux même passent aux aveux. Les informations que nous avons sur la mauvaise gestion viennent de l'opposition. C'est lorsqu'il y a des déçus qui viennent et aujourd'hui ils sont en train de remplir nos bureaux, en train de faire des adhésions. Oh, ne nous dites pas ça. Vous n'avez pas été à Lemba les dimanches, hein? Vous n'avez pas suivi l'écho. Ouais. Moi en bas seulement. Et l'échantillon des responsables. On était à la FEKIM. Les gens parlaient. Très bien. Alors, puisque Alinguet s'est dit non concerné par cette démarche de la Cour des comptes ou du PG près la Cour des comptes, qu'est-ce qui doit arriver? Ce qui va arriver est que le compétent va se saisir de dossiers. Qui doit se saisir de ces dossiers? Lorsque la Cour des comptes constatera qu'il y a des éléments qui chargent, ils mettront à la disposition du procureur près la Cour des comptes des éléments. S'il y a des faits pénaux, il va renvoyer ça directement chez le procureur près la Cour de cassation pour disposition. Et le reste, ce qui est lié à la gestion au quotidien, la Cour des comptes va s'en saisir. Le reste est, excusez-moi, le reste c'est le folklore de ce qu'on nous a toujours présenté. Alors, il suffit qu'il y ait une actualité de sexta, pourquoi on va oublier ça? C'est ça leur habitude. Très bien. Alors, au-delà de la loi, au-delà des textes légaux, il y a un autre fait qui suscite aussi la curiosité, mais aussi l'analyse ou l'interprétation de certains experts. Il y a quelques mois, les mêmes procureurs généraux près la Cour des comptes avaient fait une sortie médiatique dans laquelle il disait ouvertement qu'il n'est pas en bon terme avec Jules Alinguet et que Alinguet est traité plus avec les présidents de la Cour des comptes. Est-ce que cet élément peut aussi motiver cette démarche du PG près la Cour des comptes ou cette violation de la loi telle que vous l'avez évoqué? Si réellement le procureur de la Cour des comptes a déclaré tel que vous l'avez dit. Il a déjà dit ça en public. Alors c'est extrêmement grave. Je crois qu'il n'est même pas habilité à les convoquer. Il devrait régler avec le président de la Cour des comptes qui est d'aller tirer sur l'OPJ. Alinguet, c'est un OPJ qui, conformément à la loi, dépend de la présidence. On lui a donné beaucoup de paramètres. Il a même parlé de la sécurité du pays. Alinguet, dans un point de près, j'ai suivi ici aux États-Unis. La guerre n'est pas au Congo, c'est très loin. 2000 km, comme si ça n'était pas le Congo. C'était une stratégie pour attirer les investisseurs à Kinshasa. Donc vous permettez le mensonge pour attirer les gens au Congo. Les investisseurs ne viennent pas à Kinshasa, ils viennent au Congo. Bien avant lui, même l'actuel directeur des cabinets du président l'avait dit aussi sur RFI. Extrêmement grave. Lorsque je l'ai suivi, je le connais personnellement, c'est un aîné à l'université. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est monsieur, c'est un homme intelligent que je connais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je me pose la question. Est-ce qu'on est dans la logique où ce qu'il a là bien continué à Katamara pour la ça s'est détruit? Je ne comprends pas. Comment il peut dire des choses comme ça? Ben, il a tenu ses propos à l'époque, il était encore, je crois, DG de la NAPI. Je pense que pour cela, le pays n'a pas eu la chance d'avoir les investisseurs. Parce que lorsque les investisseurs posent des questions, ne pensez pas qu'ils n'essaient pas de... Ils sont aussi informés. Bien sûr. Très bien. La carte du Congo, ils ont la carte du Congo. On va terminer l'émission. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Votre commentaire en 1 minute sur la révocation du coordonnateur du programme de démobilisation et désarmement, l'ancien président du CESAC, l'abbé Jean Bosco Bahala, qui s'était rendu à Kampala d'après certains médias. Il était parti prendre part à une réunion convoquée par l'Ouganda qui devrait mettre autour d'une table les délégués congolais, mais aussi ceux de l'AFC de Corneille Nangaa. Une information qui a été d'ailleurs démentie par le gouvernement, grâce notamment à Patrick Mouyaya. Et plus loin, des médias nous révèlent que Jean Bosco Bahala s'était rendu à Kampala avec un ordre d'émission signé par le VPM de la Défense. Alors, comment on préfère sanctionner celui qui a exécuté un ordre et on laisse celui qui a donné l'ordre? Ma question, c'est de savoir qui fait commettre des erreurs au président de la République démocratique du Congo. Il a une cellule juridique. C'est lui-même. Non, attendez, je continue ma réflexion. Qui fait commettre des erreurs? C'est lui-même qui commet des erreurs ou c'est les influençables qui sont autour de ça, éléments du gouvernement, qui le font commettre des erreurs? Quelqu'un qui allait en mission avec un ordre donné à charge du trésor public pour le fait X, il ne m'est pas rentré pour faire son rapport. Il est révoqué depuis sa mission. Il est révoqué à partir de là où il est. En le révoquant, on ne reconnaît pas qu'on a signé l'ordre de mission. Moi, je crois que la moindre des choses, c'était de le suspendre de ses fonctions et qu'il doit soumis à une équipe de discipline pour savoir, pour l'attendre sur des faits. Cette manière précipitée de faire les choses nous pousse à conclure comment, nous opposants. Un jeu, une stratégie, ou encore c'est l'incapacité de mieux faire. Nous nous interrogeons par rapport à ça. Lorsque vous prenez un acte au nom des Congolais, vous le faites dans la précipitation, la plus drôle. Mais le gouvernement dit n'avoir mandaté personne dans cette rencontre. Non, mais le gouvernement, quel est l'élément que le gouvernement qui leur a dit qu'il a posé un tel acte? Une information qu'on leur a donnée par un individu, est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier? Pourquoi ne pas le rappeler tout de suite? Vous le rappelez par un message, il arrive, vous le soumettez à l'interrogatoire, comme ça vous saurez avoir des éléments. Encore que là, on risque de les réhabiliter demain, disant que non, ce n'était pas vrai, comme on a toujours conçu. Merci beaucoup. Le pays va mal, hein? Le pays est malade. À cette alliée, ce sont les veaux et les moutons qui vont gouverner, pas les hommes comme nous. Allez, la caméra est devant vous. 10 secondes, votre dernier message avant de nous séparer. Salutations fraternelles à tous les membres de l'ensemble, aux adhérents et à ceux qui croient que tous sont péchés et sont privés de notre choix incessamment. Et puis encourager ceux qui osent faire du bien pour le pays. Sinon, nous ensemble, nous restons pacifiques. Notre combat restera pacifique et nous espérons que notre manière d'éduquer est mieux, est meilleure que tout ce qu'on voit comme distraction actuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Padou. Le prochain ministre de la Justice, quand Moïse Katumbi sera président, semble-t-il. Non, chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Je crois que nous préparons les gens à la gestion de la chose publique. Nécessairement, ça peut ne pas être moi. Et je préfère faire mon travail là où je serai, même un bourgmestre.
Merci beaucoup. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.